ces antiépileptiques ont été développés, il faut savoir que le développement des antiépileptiques se fait sur des patients de population très particulière qu'on appelle intent to include. Non, intent to treat, excusez-moi. C'est des patients qui vont être randomisés. Mais ce qu'on ne met pas dans les études, c'est tous les patients qu'on voit tous les jours. Et avec un collègue, on avait introduit un concept qui s'appelle intent to include. C'est-à-dire que qu'est-ce que sont les patients qu'on n'a pas mis dans les études? Ça semble être très peu, mais je dirais que c'est la vraie question. Avant de raisonner en disant qu'un nouveau médicament est supérieur aux autres, est-ce que les gens qu'on a mis, y compris en monothérapie de première intention, correspondent finalement aux patients qu'on a réellement dans la réalité? Alors si on prend un peu tous ces critères, et on va essayer de définir ce que c'est qu'un antiépileptique facile, j'ai pas réussi. Ce que j'ai pu définir, c'est ce que c'était un antiépileptique difficile. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Les bromides, la primidone, c'est ce qu'on appelle la misoline, le vigabatrin, parce qu'il peut quand même des troubles du champ visuel qui peuvent être irréversibles, le felbamate, parce qu'on peut avoir des aplasies, la tiagabine, parce qu'on peut avoir des encéphalopathies, et la ratigabine qui vient de sortir, et malheureusement qui a des couleurs, une coloration cutanée qui est, semble-t-il, peut-être irréversible. Alors, qu'est-ce que c'est que les faciles? Les faciles, c'est ceux qu'on utilise, qu'on connaît, même s'ils ont parfois des effets indésirables, on sait les maîtriser, on sait les prédire, et on arrive à avoir un compromis entre l'efficacité et la tolérance. Alors, et les autres? Les autres, ils sont intermédiaires. Et je dirais que si on essaie de voir entre cette perception et je dirais des recommandations qui sont sorties il y a une semaine, 15 jours, c'est-à-dire avant que je faisais cette diapositive, des recommandations sur de l'autorité de santé sur la première tranche d'une première crise chez l'adulte, on va retrouver les médicaments, en tout cas pour les crises focales, qui sont ceux que j'appelle relativement faciles, la carbamazépine, la lamotrigine, le lévetiracetam, la doxycarbamazépine. Et je pense que tous ces médicaments, probablement vous les avez au Maroc, plus ou moins. Et je dirais, en tout cas, vous en avez un ou deux. J'ai rajouté cette diapositive parce qu'on est bien parlé de l'avenir. Il y a un médicament qui probablement prendra une place dans l'avenir qui s'appelle le closamide, qui est un médicament qui paraissait ce qu'on appelle être un MeToo au départ, qui est de la classe des médicaments qui agissent sur les caïnosodiques. Mais en fait, il n'y a pas d'allergie. On peut faire une titration rapide. Et si ça se confirme, il prendra une place, comme la lamotrigine a pris une place difficile mais longue. Et je me souviens de M. Livrard qui disait attention, ce médicament qui interagit avec les systèmes MMDA, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous faut du temps. Alors je vais terminer, si on me laisse, pour faire la deuxième présentation. Je pense que c'est peut-être une manière de faciliter, et je dirais qu'il y a un lien. Quelle que soit la personne qui a introduit le traitement, nous ne sommes pas propriétaires de nos patients. Et qui que ce soit d'entre nous, finalement, on donne un avis, on est un conseiller. Il y a une dimension, je dirais, pastorale à la médecine. Et si on sait, on devient modeste et on sait qu'on intervient un certain temps, même si on va donner tout notre cœur et que va s'établir un lien très fort et que le passage ou la transition sera douloureuse pour le patient, mais douloureuse pour le médecin qui s'est investi dans la situation. Alors on m'avait demandé de parler de transition dans un congrès dédié au début des traitements non pas asymptomatiques. Il faut savoir que les antiépileptiques, ce sont des médicaments, ce ne sont pas des antiépileptiques, ce sont des anticrises. Alors il y a des espoirs d'avoir des antiépileptiques qui vont traiter la cause. Donc vous avez entendu parler finalement des inhibiteurs de mTOR, les gaponimus, qu'on peut donner dans la maladie de Bourneville. Est-ce que c'est un antiépileptique? Est-ce que ça va guérir? Donc il y a de la promotion, il y a de la réflexion autour de ça. Donc on m'avait demandé de parler de transition, je vais vous parler de transition un peu autour de ça, pas trop longtemps, parce que je pense qu'on est tous. Alors j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce que c'est que la transition, et j'ai opposé la transition au passage. J'ai vécu souvent un passage. Le passage est quelquefois un peu brutal, et on fait souvent référence le passage par rapport à la mort. Quelque chose, vous voyez, c'est un passage. Et c'est vrai que la mort, elle est brutale, et j'essaie d'en faire une transition. Et là, on entre dans une dimension plus philosophique. Donc il y a un passage ou une transition de la médecine de l'enfant à la médecine de l'adulte, de le passage qui est complexe. Est-ce que c'est la pédiatrie à la médecine interne? Est-ce que c'est un passage de la neuropédiatrie à la neurologie? Compliqué. Est-ce que c'est une transition? Alors est-ce que la transition doit être d'épileptologue à épileptologue? Et la transition, c'est la vie est agréable, la mort est paisible. C'est la transition qui est désagréable. Alors est-ce qu'on peut faire des transitions pas trop désagréables pour le patient et pour le médecin? C'est difficile parce que c'est toujours quand même une forme de rupture.
Alors moi, je vais vous parler de notre expérience qu'on a, à la fois qui est positive et avec ses difficultés, de centre de compétences à centre de compétences. Alors qu'est-ce que c'est qu'un centre de compétences ou de référence? Ce sont des gens qui, de manière arbitraire, se sont trouvés un jour considérés par des gens qui les jugeaient comme capables de faire patronat. Alors, ceux qui se sont le plus intéressés à ce passage, et je crois que ce sont des pédiatres, ce sont des Comfield, qui sont des pédiatres canadiens, et qui ont essayé de réfléchir aux modalités de la transition, et quels étaient les objectifs. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est pratiquement des présentations en soi. Il y a eu un numéro spécial sur la transition qu'avait Rima Nabou à coordonner dans l'épilepsie il n'y a pas tellement longtemps, à peu près un an. Et là, il y avait le Lennox-Gastaut, et ils abordaient tous les points qui étaient à aborder ou à réfléchir, à la fois pour la personne qui faisait la médecine de l'enfant et la médecine de l'adulte. Et surtout, il y avait beaucoup de points qui devaient être pris très tôt. Alors peut-être parfois trop tôt, parfois trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Le tout, c'est d'établir de manière empathique ce lien à la fois avec l'enfant et la famille, et d'essayer de l'avoir adapté. Donc il n'y a pas de règle. Alors, l'expérience que l'on a, on va terminer là-dessus, c'est une expérience du centre de référence et de compétences qu'on a des épilepsies aux hôpitaux universitaires, qui est associée pour les épilepsies et pour la maladie de Bourneville. Et avec Anne de Saint-Martin, avec qui nous avons eu une transition et des échanges depuis de très nombreuses années, on suit une cinquantaine de patients ayant une maladie de Bourneville, ce qui n'est pas ridicule. Et dans ces patients, peut-être il y a 1 an ou 2 ans, il y en avait 19 pour lesquels il y avait eu transition ou passage. Enfin, ma compréhension de est-ce que les choses avaient été préparées, réfléchies ou plus ou moins réfléchies. Là, on voit que l'âge de début, finalement, était variable, que l'âge des patients était adulte, et d'abord, dans tous les... Il faut savoir, en matière dans cette maladie, l'épilepsie n'est pas toujours grave. Ce qui était important que j'ai vu, c'est que lorsqu'il y avait eu un passage, on avait eu des ratés graves, qui a été jusque, je ne dirais pas jusqu'à la mort, mais oui, jusqu'à la mort. Un des patients avait fait un cancer du rein, probablement parce que on avait un peu oublié que ce risque était faible chez l'enfant, allait se développer chez l'adulte. Donc il a fait un cancer du rein, il en est mort, et depuis c'est dépositif. Donc essayer de mettre en place une transition, ça nous a obligés, ce qu'on appelle médecin d'enfant et médecin d'adulte, d'aller derrière ce qu'on connaissait moins bien, le poumon, le rein, plus que le foie et les yeux, mais la peau. Et on a mis en place des procédures. Alors, rien n'est parfait. Hein. On a même essayé finalement, dans les aspects thérapeutiques, opérer parfois relativement tôt dans la vie. On voit qu'il y a des enfants qui ont été opérés très tôt, mais quelquefois beaucoup plus tard. La dernière est un enfant qui a été opéré à, c'est pas 42 ans, c'est 4,2 ans. Et là où il faut réfléchir, en termes de passage et de transition, c'est une forme de passage. Là, on avait le père et la fille. Et le fait qu'il y ait le père et la fille, qui est la maladie, soient opérés, témoignait probablement d'une réflexion sur le passage et la transition. Alors, dans le cadre du centre de référence, on va avoir pour la première fois une maman Bourneville qui va avoir un enfant non Bourneville, avec les progrès qu'il y a en diagnostic préimplantatoire. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? C'est une réflexion éthique de notre société. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut... Alors, tout ça a un coût, tout ça mériterait d'être évalué à l'épreuve de la connaissance. Et on pourrait imaginer finalement quelque chose qui serait plus médico-social, qui est une étude multicentrique qui randomiserait le bénéfice par rapport au coût de faire une médecine de passage, parfois brutale, laissée au hasard, par rapport à une médecine de transition, peut-être plus étatisée et dogmatique, et savoir quelle est la bonne solution. Ou est-ce que finalement il n'y a pas de différence? Bien, ces idées de coût existent, et quand je parle avec mon ami Évrard, M. Bourneville, finalement, on se regarde qu'est-ce qu'il lit et qu'est-ce qu'il a dans la main. Ben, en fait, M. Évrard, et comme moi, on réfléchit au coût, aux dépenses et au budget. Et un des éléments qui avait limité finalement l'accès aux soins et à la transition à l'époque de M. Bourneville, c'était le budget. Et notamment le budget et les coûts pour s'occuper du retard. Pour conclure, je
vais retourner à cet adolescent qui a une épilepsie difficile. Elle est tellement difficile qu'ici, pour parler à Valentier, il vous en parlera ou ne vous en parlera pas. Il y a une lésion cérébrale, il faut la voir. Ils étaient très pharmacorésistants. Eh bien, ce jeune homme a été opéré. Je ne suis même pas sûr que vous voyez l'opération. L'opération est ici. Et pour parler que la vie est difficile, je voudrais terminer par une pensée pour un ami et un homme qui s'appelait Pierre Kerry, qui est mort en juin dernier pendant que je présentais les complications de la chirurgie de l'épilepsie, qui a fait une dissection de l'aorte brutale. Et pour lui rendre hommage, je vais vous montrer, je pense, qu'il est le plus bel hommage qu'on peut donner à un chirurgien, c'est-à-dire son geste chirurgical pour cette patiente qui avait une lésion de l'insula. Vous voyez les vaisseaux, vous voyez la résection qu'il avait faite, vous voyez le cortex qui est arrivé. Alors je ne sais pas comment vous faites. C'est pas grave. Je vais peut-être essayer comme ça. C'est pas grave, je laisse tomber. Enfin, vous imaginez, il a réussi à opérer dans une région pas possible sans faire de dégâts. Et je dirais que pour un chirurgien, c'est un passage, c'est une transition. Et François Proust, qui lui succède, qui était le chirurgien de Dominique Parrain à Rouen, nous a rejoint il y a peu. Et je voulais terminer, j'espère que on aura cette chance de reconnaître ces patients difficiles et d'apprendre à aimer de s'occuper des patients difficiles, et y compris dans les périodes qui ne sont pas simples, qui sont les périodes de transition. Je vous remercie. Je vais faire 40 minutes quand même. Toi ?